Bon, décortiquons un peu tout ça. J'ai une analogie en tête pour commencer cette exploration. Ah, vas-y, je t'écoute. Imaginons un instant que le cerveau humain soit un smartphone de toute dernière génération. D'accord, le modèle bien cher avec l'écran qui brille et tout. Voilà, exactement. Le matin, tu te réveilles, la batterie est à 100%, tout semble absolument possible. Mais arrivé à midi, L'icône clignote déjà dans le rouge. c'est ça. L'appareil est brûlant dans tes mains, et le pire, c'est qu'on a l'impression de n'avoir rien accompli de concret. C'est une sensation hyper familière pour beaucoup de monde en fait. Mais oui, et pourquoi ça arrive? Parce que la plupart du temps, sans même s'en rendre compte, on laisse tourner des dizaines d'applications hyper gourmandes en arrière-plan. Ouais, des trucs qui pompent toute l'énergie. Exactement. Et ces applications, dans notre vie, ce sont nos mauvaises habitudes, nos micro-décisions complètement inutiles et nos distractions perpétuelles. Du coup, c'est tout l'enjeu de notre analyse d'aujourd'hui. C'est ça. En plongeant dans cette vaste compilation de recherches qu'on a sous les yeux, qui va de la psychologie comportementale aux neurosciences en passant par la philosophie antique, notre mission, c'est de comprendre comment reprendre le contrôle de cette fichue batterie. Comment transformer une intention en réalité concrète en fait. Sans finir sur les rotules, quoi. Absolument. Et le problème fondamental de ce fameux smartphone cérébral, c'est qu'on essaie toujours de régler le problème de la batterie en forçant sur le système. C'est vrai, on se dit qu'il faut juste faire plus d'efforts. Ouais. Alors que le véritable combat quotidien, pour s'accomplir, c'est pas du tout de puiser indéfiniment dans ses réserves de force. Ah non, non. C'est de concevoir une architecture de vie. Tu vois, un système intelligent qui demande le moins de force possible. En gros, tu configures le système d'exploitation pour qu'il gère son énergie en pilote automatique. C'est un changement de perspective assez radical, parce que le premier réflexe qu'on a tous face à un nouveau projet, que ce soit se mettre au sport, écrire un bouquin ou apprendre l'espagnol, c'est d'attendre un sentiment très particulier, La fameuse motivation. la motivation. On attend tous cette espèce d'étincelle magique qui viendrait nous propulser hors du canapé. Sauf que toutes les données qu'on a examinées sont unanimes là-dessus. S'en remettre à la motivation, c'est un piège absolu. Un piège, oui, genre vraiment... Ah oui, total. Prenons une seconde pour bien comprendre le mécanisme. La motivation, par définition, c'est une émotion. D'accord. Et la neurobiologie montre très clairement que les émotions sont intrinsèquement instables. C'est comme une météo interne, quoi. Ah, je vois l'idée. Un jour il fait beau, l'autre il pleut. Voilà. Un jour, ta motivation est au beau fixe parce que tu as eu 8 heures de sommeil réparateur ou tu viens d'écouter un discours hyper inspirant. Tu te sens invincible. C'est ça. Mais le lendemain, elle s'évapore complètement juste à cause d'une légère baisse de glycémie ou d'un cycle hormonal différent ou même, je sais pas, une remarque un peu sèche d'un collègue à la machine à café. Et hop, plus envie de rien faire. Exactement. Donc bâtir ses projets de vie sur une ressource aussi fluctuante, c'est carrément comme essayer de construire une maison sur des sables mouvants. Ce qui nous pousse inévitablement vers un autre concept. Un mot qui fait souvent un peu peur en vrai. La discipline. Ouais, le gros mot. C'est clair. Mais attention, ce qui est génial dans nos sources, c'est qu'elles dépoussièrent complètement ce terme. Faut vraiment oublier l'image du pensionnat strict à l'ancienne ou de la punition. Ah oui, c'est pas du tout ça. La discipline n'est pas un trait de caractère inné. C'est pas comme si c'était inscrit dans notre code génétique de naître soit super discipliné, soit irrécupérablement paresseux. Non, c'est une compétence. Au même titre que jouer du piano ou faire du vélo. Exactement, et biologiquement parlant, ça s'appuie sur le cortex préfrontal, cette zone juste derrière le front qui gère la planification, la pensée à long terme et surtout l'inhibition de nos impulsions. C'est là qu'entre en jeu un terme fascinant qu'on a trouvé dans les notes, la volition. Oh, la volition, c'est un mot magnifique. Il mérite vraiment qu'on s'y arrête, ouais. En fait, c'est la bascule cognitive, le pont entre le fait de se dire « j'ai envie de le faire » et le fait de vraiment passer à l'acte. L'acte de volonté pure quand l'enthousiasme de départ a complètement disparu. Voilà. Mais le truc, c'est que ce cortex préfrontal qui gère cette volition, il est extrêmement gourmand en glucose et en énergie. D'où le lien avec la batterie du smartphone. C'est en plein ça. C'est ce qui explique le phénomène de la fatigue décisionnelle. On appelle ça aussi l'épuisement de l'ego. Chaque micro-décision que tu prends dans la journée agit comme une application en arrière-plan qui vide ta batterie. Genre choisir sa tenue le matin. Choisir sa tenue, résister à un croissant à 10 heures, essayer de formuler la réponse la plus diplomate possible à un email toxique. Et du coup, à 20 heures, la jauge est à zéro. Complètement vide. C'est la raison
purement physiologique pour laquelle nos choix alimentaires ou financiers sont souvent catastrophiques tard le soir. Le paquet de chips devant la télé, on connaît. Mais attends, faisons une pause là-dessus. C'est super intéressant. Vas-y. Si la volonté est une ressource finie, un peu comme un réservoir, et que la discipline agit comme un muscle qui s'épuise, est-ce que ça veut dire qu'à force de s'imposer des règles trop strictes, on peut se faire une sorte de claquage mental, une vraie déchirure de la volonté? Ah, mais l'analogie du claquage mental est incroyable. C'est exactement ce qui se produit lors d'un burn-out. Ou quand tu abandonnes brutalement un objectif du jour au lendemain. Parce qu'on a trop tiré sur la corde? C'est ça. Le but n'est surtout pas d'imposer une rigidité absolue à notre cerveau, parce qu'à la fin, il casse. La vraie discipline, c'est pas un concours d'endurance face à la tentation. Pourtant, c'est l'image qu'on en a. Ouais, mais les études menées sur les individus les plus performants, que ce soit des athlètes de haut niveau ou des grands chefs d'entreprise, elles révèlent un truc très contre-intuitif. Lequel? Ces personnes-là utilisent en réalité beaucoup moins leur volonté que la moyenne des gens. C'est paradoxal ça, hein. Comment on peut accomplir plus de choses en utilisant moins de volonté? Parce qu'ils contournent le problème. Ils n'essayent pas de lutter contre la fatigue décisionnelle tous les matins. Ils l'éliminent carrément en amont. En automatisant leur comportement. Exactement. En transformant une décision consciente en une habitude totalement inconsciente, l'action est transférée hors du cortex préfrontal. Qui, on le rappelle, pompe trop d'énergie. Voilà. Elle part vers les ganglions de la base, une partie beaucoup plus primitive du cerveau qui gère les automatismes et qui consomme très peu de ressources. Donc, ils ne se demandent pas s'ils vont aller courir, l'action d'enfiler les chaussures se déclenche toute seule. C'est littéralement un réflexe. D'accord. Donc, si le secret, c'est de contourner cette batterie qui se vide si vite, la question à 1 million, c'est comment on construit ce fameux pilote automatique? Et c'est là qu'on rentre dans l'ingénierie des habitudes. Et nos sources s'appuient massivement sur le concept des intérêts composés. Un truc emprunté à la finance, mais appliqué au comportement humain. Ouais, et la règle mathématique derrière ça est juste foudroyante. Je te laisse l'expliquer, c'est fascinant. Si on s'améliore de seulement 1% chaque jour, de manière régulière, on ne devient pas juste un peu meilleur à la fin de l'année. On devient près de 38 fois meilleur. 38 fois, c'est immense. Sur le papier, c'est implacable. Mais bon, la neurobiologie humaine rend ce processus atrocement difficile à vivre dans la vraie vie. Pourquoi? Parce que notre cerveau a évolué dans un environnement ancestral où notre survie dépendait de la gratification immédiate. Trouver de la nourriture là, tout de suite, fuir un prédateur. Ils s'en foutent d'être en bonne santé dans 10 ans, quoi. C'est ça. Il n'est pas du tout câblé pour évaluer les bénéfices à long terme. Et c'est pour ça que construire une habitude, ça oblige à traverser ce que la recherche appelle la vallée de la déception. Oh, la vallée de la déception. C'est un peu le cimetière des résolutions du Nouvel An, non? Ah oui, c'est exactement ça. Prenons un exemple hyper concret qu'on a tous vécu. On s'inscrit à la salle de sport début janvier. On y va pendant 2 semaines, on souffre, on transpire, on fait des sacrifices incroyables. On mange du brocoli. Voilà. Et puis le 15e jour, on se regarde dans le miroir. Et là, rien. Pas le moindre muscle en plus. Zéro changement visible. L'effort est massif, mais le résultat est invisible. Alors le cerveau, qui déteste dépenser de l'énergie pour rien, se dit tout ça pour ça. Et il annule le projet. C'est le fonctionnement classique d'un cerveau qui cherche sa petite dose de dopamine immédiate et qui ne la trouve pas en fait. Alors comment on survit à cette vallée? La solution, c'est de ne surtout pas se focaliser sur l'objectif final. Faut opérer un pivot identitaire profond. Un pivot identitaire, c'est-à-dire? Tant que tu te dis « je veux lire plus de livres » ou « je veux courir un marathon », tu places la réussite à l'extérieur de toi. Dans un futur super lointain. Voilà. Le changement s'opère quand tu affirmes « je suis un lecteur ». Ouh, je suis un coureur. Ah, ça change tout. Complètement. Parce que chaque page que tu lis, même si c'est juste une seule page dans la journée, ça devient une preuve concrète de cette nouvelle identité. C'est plus une corvée, c'est juste l'expression de qui tu es. C'est super puissant. Et pour incarner cette identité sans brusquer le cerveau, il y a une règle détaillée dans nos notes que j'adore, la fameuse règle des 2 minutes. Ah, celle-là, elle sauve des vies. L'idée, c'est de réduire n'importe quelle nouvelle habitude à une action ridicule qui prend moins de 2 minutes. Au lieu de se dire « je vais faire 45 minutes de yoga », ce qui terrifie le cortex préfrontal. Parce que ça a l'air d'une montagne. Exactement. On se dit juste « je vais dérouler mon tapis ». Mais bon, soyons honnêtes 2 minutes. Vas-y. Si je déroule mon tapis de yoga, que je reste assise dessus pendant 2 minutes, à fixer le mur, et que je retourne dans le canapé, je me mens à moi-même, non? Quel est le vrai intérêt de faire ça? On construit aucun muscle en 2 minutes. C'est une super bonne objection. Mais en fait, il faut comprendre que le but des premiers jours, c'est absolument pas l'intensité de l'effort. C'est quoi alors? C'est l'établissement du chemin neuronal.
La plus grande friction biologique, elle réside dans l'initiation de la tâche. Ce moment de passage entre l'inertie et le mouvement. Le moment où on se lève de la chaise. C'est ça. En déroulant ce tapis tous les jours, même pour rien faire dessus, tu programmes ton cerveau à ne plus redouter ce moment précis. Tu standardises l'action avant même de chercher à l'optimiser. Et une fois que le rituel de démarrage ne demande plus aucune volonté, là, on peut allonger la durée. Voilà, là tu peux passer à 10 minutes, puis 20. D'ailleurs, en parlant de durée, il y a un mythe qu'il faut absolument dégommer. Lequel? Les 21 jours. Oui. On lit partout sur Internet qu'il suffit de 21 jours pour créer une nouvelle habitude. C'est rassurant, ça a l'air super court. Mais c'est une vaste supercherie. Complètement faux. Les études en conditions réelles observent qu'il faut en moyenne 66 jours pour qu'un comportement complexe passe vraiment en mode automatique. Ouais, et pour certaines habitudes très lourdes, ça peut aller jusqu'à plusieurs mois. La neuroplasticité, donc la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions synaptiques, ça prend un temps fou. C'est pas magique, quoi. Non, pas du tout. Mais pour aider ce processus, il y a un modèle comportemental fascinant qu'on retrouve dans nos sources. L'équation est super simple. Un comportement se produit quand 3 éléments s'alignent au même moment. Le déclencheur, la capacité et la motivation, Exactement. Et vu qu'on a déjà établi que la motivation n'était pas du tout fiable, on l'oublie celle-là. on la met de côté. Il ne nous reste que le déclencheur et la capacité. C'est là qu'intervient l'ingénierie de la friction. C'est génial ça. Par exemple, si je veux aller courir le matin, je dois maximiser ma capacité en préparant mes chaussures et ma tenue au pied du lit la veille au soir. Du coup, quand tu te lèves, l'action devient tellement évidente qu'il faudrait presque faire un effort pour l'éviter. Et à l'inverse, si je veux arrêter de scroller sur mon téléphone la nuit, je dois augmenter la friction de manière drastique. Genre laisser le chargeur dans la cuisine? Voilà. Le simple fait de devoir sortir de sous la couette bien chaude, traverser le couloir pour aller chercher le téléphone, ça ajoute un délai d'une vingtaine de secondes. Et en général, ça suffit à désamorcer l'impulsion du cerveau. C'est vital de comprendre cette notion de friction environnementale. Tu peux avoir la meilleure volonté du monde. Si ton environnement direct est truffé de distractions hyper accessibles, ton système va finir par s'effondrer. Et ça nous amène naturellement au sujet de la protection de l'attention. Parce que construire ce magnifique pilote automatique, c'est super. Mais si notre environnement secoue l'avion toutes les 3 minutes avec des notifications, le crash est inévitable. C'est un vrai fléau moderne. On valorise tellement le multitâche, surtout dans le monde du travail. On a l'impression d'être des super-héros de la productivité. Sauf que les sciences cognitives sont hyper catégoriques. Le multitâche intellectuel, ça n'existe pas. Le cerveau ne traite pas 2 tâches complexes en même temps. Jamais. Il fait ce qu'on appelle du switch tasking. Il alterne frénétiquement d'un point d'attention à un autre. Et ça a un coût métabolique exorbitant. C'est une vraie hémorragie d'énergie mentale. Pire encore, les données montrent qu'après une simple interruption, genre un coup de fil imprévu ou un collègue qui passe juste une tête dans l'open space, il faut en moyenne 25 minutes au cerveau pour retrouver son niveau optimal de concentration. 25 minutes perdues pour une interruption de 30 secondes. C'est hallucinant. Ouais, c'est terrifiant quand tu calcules ça sur une journée de travail. Prenons un scénario de tous les jours juste pour illustrer ce phénomène du résidu d'attention. C'est peut-être la découverte la plus frappante de ce dossier pour moi. Ah oui, c'est passionnant ça. Imaginons, on rédige un rapport super important, soudain on jette un petit coup d'œil furtif à nos messages pro et on lit un mail un peu passif-agressif d'un supérieur. Le fameux message qui pique. Voilà. On se dit « Oula, j'ai pas le temps de gérer ça maintenant, je répondrai tout à l'heure ». Et on retourne à notre rapport. En apparence, on s'est remis au travail. Sauf qu'en réalité, sous le crâne, c'est pas du tout la même histoire. Le résidu d'attention. C'est ça. Une partie significative de ta puissance cognitive est restée coincée sur ce mail. Ton cerveau mouline en arrière-plan. Il analyse le ton du message, il prépare des brouillons de réponses cinglantes. Et pendant ce temps, notre cortex préfrontal essaye de courir un sprint avec un boulet accroché à la cheville. Exactement. Et le résultat, c'est que la qualité de ton travail s'effondre et ta fatigue explose. Alors pour se protéger de tout ça, les spécialistes recommandent des trucs très structurés, comme la fameuse méthode Pomodoro. Ouais. 25 minutes de travail en immersion totale, aveugle à tout le reste. Puis 5 minutes de vraie pause. Et ces 25 minutes ne sortent pas de nulle part. C'est biologiquement la fenêtre optimale pour garder une concentration de très haute intensité sans griller le système nerveux. C'est la limite naturelle, en fait. Il y a aussi l'idée de créer une charte d'attention. Un accord très clair avec soi-même et avec ses proches sur les moments où on est littéralement injoignable. Mais tu sais, tout ça soulève une question presque philosophique en moi.
Pourquoi on a tant de mal à couper ces foutues notifications? Bah, c'est conçu pour. Oui, mais d'un point de vue évolutif, est-ce qu'on n'est pas devenu, je ne sais pas, absolument terrifié par l'ennui, au point de préférer s'injecter l'anxiété d'une mauvaise nouvelle sur Internet plutôt que de supporter le silence de nos propres pensées à un arrêt de bus? C'est un diagnostic très juste. L'économie de l'attention actuelle exploite nos circuits de dopamine et ça crée une intolérance totale au vide. C'est effrayant quand on y pense. Et c'est pour cette raison que l'aménagement de notre environnement, ça ne doit pas s'arrêter juste au téléphone ou à l'organisation du bureau. Ça va plus loin. L'environnement social est déterminant. Tu connais l'adage qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps? Oui, on entend ça souvent. Bah, c'est très vrai sur le plan neurobiologique. Si ton cercle social ou professionnel valorise la réactivité instantanée à tout prix, le cynisme ou la distraction perpétuelle, maintenir tes propres habitudes va te demander un effort surhumain. Et ça finira par vider notre fameuse batterie. Fatalement. C'est pour ça qu'il faut concevoir un écosystème global, physique, numérique et humain, qui rend l'excellence naturelle et la distraction super compliquée. C'est puissant. Mais on se rend vite compte que toutes ces techniques de productivité, ces gestions de temps, les bloqueurs de sites web, ça reste que des outils de surface. Oui, c'est la mécanique. Pour maintenir ce niveau de rigueur sur des années, face aux coups durs et à la fatigue, il faut un ancrage émotionnel bien plus profond. Et c'est là que nos sources proposent un détour fascinant par la philosophie antique, Le stoïcisme. le stoïcisme, qui trouve une résonance incroyable dans notre époque ultra connectée. C'est clair. Ça repose sur une devise centrale, en fait, souvent résumée par souphrustine et abstiner. Supporte et abstiens-toi. Supporter la friction nécessaire à l'accomplissement, Et s'abstenir de la gratification facile. voilà. Mais attention, je veux vraiment qu'on prenne une seconde pour dissiper un immense malentendu sur le stoïcisme. Lequel? Le côté bloc de pierre. Oui, oui. Le but n'a jamais été de refouler ses émotions ou de devenir une espèce de machine insensible obsédée par la productivité. Pas du tout. C'est vrai que c'est souvent caricaturé comme ça. Le véritable enjeu, c'est de ne plus être l'esclave de ses impulsions. C'est de s'entraîner à faire une distinction chirurgicale entre ce qui dépend de nous, nos propres pensées, la qualité de nos efforts, nos réactions, et tout le reste qui échappe totalement à notre contrôle. Et c'est en appliquant cette sagesse ancienne à notre vie moderne qu'on arrive au recadrage le plus fondamental de tout ce dossier, en fait. Ah oui, lequel? La plupart des gens perçoivent la discipline et la création d'habitudes comme une contrainte hyper étouffante. Une punition qu'on s'inflige pour devenir quelqu'un de meilleur. Exactement. Or, c'est l'inverse absolu. La discipline, c'est la forme la plus élevée de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est fort comme expression, et ça va tellement à l'encontre du discours ambiant. C'est vrai. Souvent, la société juge très mal le fait de se prioriser. Si tu refuses une invitation juste pour te reposer ou que tu bloques l'accès à ton bureau pour réfléchir en paix, tu es vite perçu comme quelqu'un d'égoïste ou de froid. Ouais, t'es le rabat-joie. Alors qu'en vrai, c'est une pure question de survie mentale. Si on ne défend pas farouchement son temps et son attention, notre emploi du temps devient très vite le brouillon des priorités des autres. C'est magnifiquement dit et c'est tellement vrai. Chaque fois qu'on a le courage de dire non à une sollicitation extérieure qui nous éloigne de notre cap, on dit en fait un grand oui à la personne qu'on veut devenir. Paradoxalement, c'est ça la définition même de la liberté. Nos recherches montrent que l'absence totale de contraintes, la disponibilité infinie pour tout le monde, ça mène souvent à une angoisse profonde et à la paralysie. Trop de choix tue le choix, on panique. C'est ça. L'esprit humain s'épanouit dans des cadres très clairs. Se fixer des limites minimales, genre lire au moins 2 pages par jour quoi qu'il arrive, et des limites maximales, comme couper tous les écrans à 21h, c'est baliser un chemin sécurisant. Ça rassure le cerveau. Totalement. La contrainte qu'on choisit délibérément, c'est ce qui libère l'esprit de l'angoisse de devoir choisir en permanence. Ce qui boucle parfaitement la boucle avec le phénomène de fatigue décisionnelle du tout début. En imposant ces limites, on économise notre précieuse batterie. Exactement. Bon, si on doit synthétiser l'essence de cette montagne de données pour conclure, il faut d'abord accepter que la motivation est une émotion traîtresse qui ne viendra jamais nous sauver. Ça, c'est la base. Ensuite, le vrai pouvoir réside dans l'art de concevoir des systèmes. Utiliser l'effet de levier du 1% d'amélioration quotidienne, franchir l'obstacle de l'inertie en réduisant nos ambitions à 2 minutes pour créer le câblage neuronal. Et puis, assainir notre environnement. Fuir le multitâche pour éliminer ces fameux résidus d'attention qui rongent notre cortex. Et pour finir, embrasser cette architecture de vie, non pas comme une prison, mais comme un formidable acte de respect envers soi-même. C'est un résumé parfait. On passe vraiment d'un état où on réagit en permanence à notre environnement à un état de création délibérée. C'est un transfert de pouvoir monumental.
Et justement, juste avant de se quitter, il y a une dernière réflexion un peu provocatrice qui émerge de toutes ces lectures. Un truc intéressant à garder en tête pour l'avenir. Oh oh, j'aime bien ça. Dis-moi. On entre à une vitesse folle dans une ère dominée par l'intelligence artificielle. Des technologies qui sont conçues pour anticiper et satisfaire la moindre de nos envies à la microseconde près. Elles vont automatiser la synthèse d'infos, écrire à notre place, parfois même penser à notre place. Exactement. Et face à cette machinerie de gratification hyper instantanée, est-ce que cette volition, cette capacité purement neurobiologique à s'imposer un effort gratuit, différé, ne va pas devenir la ressource humaine la plus rare et la plus convoitée au monde? Ah ouais, c'est vertigineux. Est-ce que demain, la véritable fracture de notre société ne sera plus du tout économique, mais basée sur l'aptitude de notre propre cortex préfrontal à résister au confort absolu? C'est carrément un défi civilisationnel. Nos pauvres cerveaux de chasseurs-cueilleurs vont devoir affronter des algorithmes surpuissants dont la seule fonction est de pirater notre attention. Le combat de David contre Goliath? C'est clair. Pour reprendre ton image de départ, l'industrie tout entière a un intérêt financier énorme à faire tourner ses propres applications en arrière-plan de notre esprit. Et oui, notre attention, c'est leur produit. Exactement. Donc si on ne devient pas les architectes impitoyables de notre propre discipline, on laisse simplement le soin à d'autres entités de coder notre comportement. Alors ne laissons personne d'autre vider notre batterie. Un immense merci de m'avoir accompagné pour ce décodage des rouages de la volonté. Merci à toi, c'est un vrai plaisir de plonger là-dedans. Prenez soin de vos systèmes, choisissez bien vos contraintes et n'oubliez jamais de dire oui à ce que vous souhaitez vraiment devenir.